siècle, du Risorgimento. Et bizarrement, on va partir sur presque tout à fait autre chose. On va partir en Autriche, avec Sissi, Elisabeth de Wittelbach, née en 1837, impératrice depuis 1854, qui se retrouve à Milan. Alors, quelque part après, entre 1854 et 1859, Milan, qui est occupé, enfin, qui fait partie de l'Empire d'Autriche. On se retrouve aussi, un siècle plus tard, 1957, Ernst Marischka filme le 3e épisode des aventures de Sissi, Sissi face à son destin, film, mais là on retrouve l'Orient, qui a eu suffisamment d'écho pour qu'il y a quelques années, Jeune Afrique titre Sissi face à son destin, à propos de l'Égypte et du général Sissi, évidemment. Mais oui. Mais on retrouve toujours l'Orient, ne vous en faites pas. Sissi face à son destin. Voilà ce qui se passe. On est à la Scala de Milan, qui a pris un sens révolutionnaire et protestataire très rapidement. Ça implique plusieurs choses. Ça implique que la référence à l'Orient est bien présente. C'est les Hébreux en exil à Babylone. Ça implique que tout le monde connaît cette ère, puisque des Milanais de base le chantent en chœur. Et ça implique que ça a un sens politique très fort. Voilà. En gros, on en est là. Le texte, vous l'avez eu petit à petit, vous l'avez de façon beaucoup plus statique ici. Mais bon, les références sont assez évidentes et les références bibliques. C'est aussi des références immédiatement à l'unité italienne, aux aspirations à l'unité italienne à ce moment-là. Mais on va commencer par l'Orient. On est dans une période de redécouverte de l'Orient, de découverte et de redécouverte de l'Orient. Alors, découverte politique aussi. C'est l'indépendance de la Grèce en 1830, donc Victor Hugo, l'enfant grec, ami de l'enfant grec, de l'enfant aux yeux bleus, je veux de la poudre et des balles, etc. La mort de Byron, comme on connaît, Anzolonghi, des tableaux, des massacres de Kursk. On est vraiment dans un mouvement qui a été, 15 ans plus tôt, un mouvement international, qui perdure, mais qui prend un autre sens. Et d'autre part, on est parallèlement, et là je me tourne évidemment vers Véronique Grandpierre, du côté d'une redécouverte scientifique de l'Orient à la même époque. Alors, une redécouverte scientifique, une redécouverte, ça n'avait pas été oublié par le biais de la Bible, bien évidemment, on en avait une idée. En revanche, il n'y a pas la continuité que l'on a, par exemple, pour les civilisations classiques. L'Orient, on le connaissait par un biais détourné. Quand je parle de l'Orient, c'est l'Orient mésopotamien, bien évidemment. Alors, on avait quand même, par ce biais biblique, cette idée de l'Orient, et cette idée, elle est courante, notamment dans les arts, dans la littérature, notamment dans la littérature française. Or, à l'époque, la langue internationale, c'est la langue française. Et donc, ça va se diffuser, bien évidemment, tout en Europe. Alors, dans la littérature, je vous ai mis quelques noms, Molière, le bourgeois-gentilhomme, Montesquieu, Voltaire, Sémiramis. Sémiramis, qui est aussi un opéra, qui sera un opéra un siècle plus tard, puisque ça a été adapté par Rossini. La musique dès le XVIIIe siècle avec Rameau, et c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'un Français qui s'appelle Joseph de Beauchamp, qui était abbé, qui était vicaire général à Bagdad, qui parlait l'arabe, qui parlait l'hébreu, commence à trouver des briques émaillées. Et c'est le début, en fait, des fouilles que l'on va faire en Orient ancien sur le site de Babylone. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, on va commencer à fantasmer, à vouloir redécouvrir cet Orient. Et cet Orient va être d'autant plus redécouvert qu'on est à l'époque de l'expédition d'Égypte. Et comme vous le savez, même si cette expédition a été un pur désastre, ce qu'on oublie souvent de dire à nos élèves, Bonaparte s'étant entouré d'un groupe de savants, eh bien, il va en profiter pour redécouvrir, puisque à l'époque, l'Orient, c'est la Mésopotamie, mais c'est aussi l'Égypte. On va redécouvrir l'Égypte, et à ce moment-là, cela va rebooster, en fait, effectivement, les arts, puisqu'il y a un prolongement. Tout ce que les savants découvrent, en fait, c'est dessiné. Il n'y a pas de photographie scientifique à l'époque, donc on fait des dessins, et ça permet aux poètes, ça permet aux musiciens, ça permet aux peintres d'être inspirés, notamment le plus célèbre des tableaux des orientalistes et bien évidemment la mort de Sardanapale que vous connaissez tous de Delacroix, et puis Victor Hugo qui signale
dans les orientales, on ne peut pas faire plus oriental qu'un titre pareil, que ce n'est plus la Grèce qui maintenant prend le premier plan, mais bien l'Orient, l'Asie. Ces fouilles, on les doit, dans un premier temps, à des diplomates. Ce ne sont pas des archéologues, de toute façon l'archéologie ça n'existe pas. On n'a pas encore cette idée-là. Donc ce sont des diplomates qui sont en poste en Orient, qui sur leur temps de loisir vont commencer à faire des fouilles. Les premiers diplomates à le faire, ce sont des Français, et puis des Anglais. Parallèlement, donc, on fouille, on trouve des objets, des beaux objets, des bas-reliefs, et puis on trouve des choses aussi qui sont inscrites. Et quand on va trouver des choses qui sont inscrites, on va se dire il faudrait peut-être qu'on comprenne ce qui est marqué dessus. Et donc on va essayer de les déchiffrer. C'est l'époque du déchiffrement de l'égyptien par Champollion. Ça, tout le monde connaît en règle générale. C'est un Français, donc on en est très fiers. Et puis on oublie souvent que, eh bien, du côté mésopotamien, on a une écriture cunéiforme qui, elle, est composée de plusieurs langues et même de plusieurs écritures. Et là, vous voyez, eh bien, les Français tiennent aussi leur place, on l'a un petit peu oublié. Mais si on est en concurrence sur les fouilles, eh bien, on se met avec d'autres pays, avec d'autres savants, pour essayer de déchiffrer cette écriture cunéiforme. Et donc cette écriture cunéiforme est tout autant déchiffrée, même si elle prend beaucoup plus de temps, parce qu'il y a plusieurs langues et plusieurs types d'écriture. Là-dessus, vous avez une découverte qui est extraordinaire, qui est le déchiffrement d'une tablette cunéiforme issue de l'épopée de Gilgamesh. Cette tablette raconte comment, dans un bateau qui vogue sur l'eau, après avoir erré pendant plusieurs jours, la terre ayant été recouverte d'eau totalement, eh bien, le bateau finit par aborder. On envoie d'abord un oiseau, puis un deuxième oiseau avant de pouvoir aborder. Et là, George Smith, ça se passe en Angleterre, au British Museum, un soir d'orage, a cette idée, arrive à déchiffrer et se dit mais c'est comme le déluge. C'est le déluge, c'est la Genèse, c'est la Bible. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir une deuxième vague d'enthousiasme, parce que ça veut dire qu'on a des traces historiques de ce qui s'est passé dans la Bible. Et à ce moment-là, vous allez avoir un certain nombre de personnes qui vont financer des travaux. Ce qui n'était pas le cas au départ, puisque au départ, notamment pour les Français, c'était sur leur cassette personnelle, ce qui est tout à fait différent. Et l'engouement est tel que ça fait la première page des journaux. Aujourd'hui, si on déchiffre quelque chose dans une langue quelconque, même si elle a 3 millénaires, je vous assure que ça paraît nulle part. Là, ça fait la première page du Daily Telegraph. De la même façon, lorsque l'on découvre la tombe de Toutankhamon, là aussi, c'est extraordinaire. Je ne conteste pas que la tombe de Toutankhamon soit extraordinaire. Mais c'est vrai que lorsque l'on fait encore une fois des découvertes aujourd'hui, ça passe un peu plus, j'allais dire, à l'as. N'oubliez pas que les objets tels qu'on les découvre ne sont pas toujours dans des conditions de conservation extraordinaires. Là, ça fait aussi la première page des journaux, même s'ils n'ont rien à dire, parce qu'en l'occurrence, un seul journal à l'exclusivité, c'est le Times, et tous les autres racontent à peu près pas grand-chose, parce qu'ils n'ont rien à dire, sauf que l'on a découvert quelque chose, mais si vous regardez bien, l'engouement est européen, c'est-à-dire mondial. Vous avez même la reine de Belgique qui se déplace pour aller voir la tombe de Toutankhamon, dans laquelle il n'y a plus rien d'ailleurs, puisqu'on avait enlevé les objets. De la même manière, en Mésopotamie, on oublie parce qu'on pense toujours à Toutankhamon, eh bien, on a la découverte des tombes royales du Louvre, avec des objets extraordinaires en or, qui valent bien, en fait, la tombe de Toutankhamon. Tout cela va faire qu'on va avoir un certain nombre d'objets qui vont être connus du grand public, des Européens, du monde entier. Parmi ces objets, vous avez également des bas-reliefs, donc des espèces de sculptures monumentales. Et je vous ai mis 3 exemples. Un exemple sur le roi, un exemple sur un génie ailé et un arbre de vie, et un taureau ailé. Vous pouvez les voir au musée du Louvre, pour certains, si vous le souhaitez. Et ces objets vont inspirer des peintres. Et je vous ai mis l'exemple d'un tableau d'un orientaliste, Georges Grosz. Et si vous regardez bien les détails, eh bien vous retrouvez le roi. Et vous retrouvez également le génie, je vous ai fait le grossissement, le génie et le taureau ailé.
Et si on prenait l'ensemble du tableau, et si on prenait chaque détail du tableau, eh bien on se rendrait compte à chaque fois que ça correspond exactement à des bas-reliefs. C'est-à-dire qu'on essaie d'être au plus proche de la réalité, alors que ces peintres ne sont jamais allés en Orient, du moins celui-là n'est jamais allé en Orient. Mais il est allé dans un musée, le musée du Louvre, qui a ouvert en 1847 un département des antiquités orientales. Et à l'époque, chacun veut son musée. Chacun, y compris les Italiens. Oui. Ah oui, après ce voyage en Orient, on va revenir à Turin, où il y a un musée, vous savez peut-être, d'égyptologie, un des plus beaux d'Europe. Ah oui, un des plus beaux d'Europe, le musée des antiquités égyptiennes, qui a été fondé en 1824, à l'époque où il y avait un roi qui s'appelait Carlo Felice, que les patriotes italiens appelaient Carlo Feroce, Charles féroce, le méchant, qui a bénéficié d'une collection d'un certain Bernardino Drovetti, qui était consul de France en Égypte, et qui s'était entiché d'archéologie et d'égyptologie. On retrouve bien cet engouement dont on parlait précédemment, et qui, c'est un petit peu plus décevant, parce qu'il n'est pas simplement guidé par des considérations scientifiques, mais aussi par des considérations pécuniaires, puisque Drovetti cherche à vendre ses collections, à faire de l'argent. Il les avait d'ailleurs proposées d'abord à Louis XVIII, qui ne les avait pas acceptées, et finalement, il les avait vendus au roi Victor, il les a vendus ensuite au souverain piémontais. Et ça a constitué la base de cette collection, qui a été ensuite enrichie par un autre personnage, Ernesto Schiaparelli, qui lui a donné une dimension plus scientifique à ce travail, et qui a, puisqu'il avait déjà, je dirais, de véritables connaissances, il n'était pas simplement quelqu'un, je dirais, entre monde de science et monde des affaires. Entre autres, on lui doit à Schiaparelli la découverte de la tombe de la reine Néfertari, qui était une des épouses, sauf erreur de ma part, de Ramsès II. Et à partir de là, il va y avoir ce musée qui, d'une certaine manière, va perdurer après l'unité italienne et va devenir un des principaux centres pour la connaissance du musée de l'égyptologie. Je pense comparable à ce que peut être le Louvre ou des grands musées, évidemment après le Caire, quand même. Et donc un lieu d'inspiration thématique, politique, sachant que politiquement ça commence avant de toute façon. Enfin, les liens. Ça commence. Il y a déjà un Moïse en Égypte de Rossini, il y aura un peu plus tard un Donizetti qui fera, alors, avant qu'on découvre le texte dont Véronique parlait précédemment, un diluvio universal et un déluge universel. Et évidemment, bon, voilà, ça rencontre aussi, ça rencontre une sensibilité qui existe déjà dans le public, en particulier dans le domaine musical. Mais aussi des considérations, j'allais dire, géostratégiques. Oui, c'est-à-dire que les liens entre l'Italie et l'Orient ne sont pas nouveaux, ils ne sont pas liés aux fouilles, bien évidemment. Les liens entre l'Italie et l'Orient sont des liens commerciaux et sont là depuis l'époque médiévale et même depuis l'Antiquité. En revanche, ce sont des liens qui sont plutôt liés à la Méditerranée. Maintenant, en ce qui concerne la présence sur place, et notamment à partir de François Ier, on a une conjoncture politique qui est un petit peu différente, puisque vous avez les Habsbourg d'un côté, qui embêtent à la fois François Ier et Soliman le Magnifique. Et vous allez avoir cette alliance entre le roi très chrétien François Ier et le padishah de l'islam, Soliman le Magnifique, contre les Habsbourg. À partir de ce moment-là, les Français vont avoir le privilège d'avoir la possibilité d'avoir des capitations dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire d'être présent dans l'Empire ottoman. Et cette prégnance française va permettre, justement, je vous ai dit tout à l'heure que c'était des diplomates sur le temps de loisir au départ qui faisaient les fouilles, et bien ça explique pourquoi les premiers fouilleurs, ce sont des diplomates français. Dans un deuxième temps, vous allez avoir des Anglais qui vont s'y intéresser, alors, notamment parce que, on l'a bien vu, il y a une référence il y a une concordance, ou pas d'ailleurs, entre la Bible et ce que l'on retrouve, et ça va les intéresser beaucoup. Ça va d'autant plus les intéresser quand
avec le protestantisme, on va se rapprocher des textes, mais ça les intéresse aussi d'un point de vue commercial, notamment quand la route des Indes va être coupée par l'expédition d'Égypte. Et donc là, la prégnance anglaise, il va y avoir une concurrence entre les deux. En revanche, si on veut voir quand arrivent les autres Européens, puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était un phénomène, un engouement européen, eh bien les Allemands, c'est pas avant la fin du XIXe siècle, et vous devinez bien pourquoi, c'est parce qu'il y a l'unité allemande. Et lorsqu'ils arrivent, eh bien, il y a déjà des gens en place, et ce qu'ils voudraient, c'est plutôt avoir un empire colonial, mais ils ne peuvent pas avoir d'empire colonial parce que, justement, ce créneau-là est déjà pris, et donc ils vont se tourner vers l'Orient avec le Bagdad-Ban, c'est-à-dire cette route de ce chemin de fer qui va de Berlin à Bagdad, et le long de ce chemin de fer, ils vont faire en sorte d'essayer d'avoir à chaque fois une gare, une école, un chantier de fouilles. Si je vais plus loin, puisqu'on va nous voir cet opéra et cette musique presque jusqu'à nos jours, et bien après vient la Première Guerre mondiale, et là vous avez l'opposition entre d'un côté Gertrude Bell et Laurence d'Arabie, qui sont des fouilleurs anglais, et puis de l'autre côté un autre fouilleur qui s'appelle Max Mallowan, tous ces personnages étant aussi espions. Il faut savoir que, oui, ils étaient sur place, c'est eux qui connaissaient le terrain et c'est eux qui avaient des contacts. Et notamment, c'est grâce à Gertrude Bell qu'on a pu avoir toute la planification et toutes les cartes qui ont été dressées à l'époque, c'est grâce à ses connaissances. Je le souligne parce que c'est quand même une femme, et en général, on parle beaucoup de Laurence d'Arabie, mais jamais des femmes. À la fin de la Première Guerre mondiale, vous avez un nouvel ordre politique. C'est la fin de l'Empire ottoman, mais c'est aussi, d'un point de vue fouille, l'arrivée des Américains. Et puis, il faudra attendre la Seconde Guerre mondiale et l'après-Seconde Guerre mondiale pour que d'autres pays participent aux fouilles, l'Union soviétique, le Japon, et côté mésopotamien, on a vu que ce n'était pas tout à fait pareil du côté égyptien, mais côté mésopotamien, l'Italie. Et donc, vous voyez que l'Italie, en fait, elle arrive, elle est très intéressée, et ce dès le départ, mais au niveau des fouilles, elle arrive quand même pas dans les premiers, pour des raisons, tout simplement pour des raisons politiques, parce que finalement, c'est quoi l'Italie? C'est pour le moment, au début 19e, c'est une expression géographique, disait Metternich, et puis c'est un rêve d'un certain nombre de patriotes, disons, dont peut-être des musiciens, dont peut-être un certain Giuseppe Verdi. Oui. Nous sommes d'accord, Eric. C'est la photo que tous les Italiens ont dans leur maison. La photo du grand-père, c'est mon grand-père, en fait c'est Giuseppe Verdi. Verdi dont le nom, ça sert d'acronyme, Vive Emanuele Re d'Italia. Voilà ce qu'on écrivait sur les murs. Mais avant d'en venir là, je dirais, avant que Verdi devienne véritablement un père de la patrie, au même titre que Manzoni pour l'écrivain, c'est-à-dire les hommes politiques, mais il y a un grand musicien, un grand écrivain, qui sont considérés comme des pères de la patrie. J'entends par là qu'ils ont eu des funérailles officielles, solennelles. Alors, Verdi, il est fort déprimé. Il ne pense plus à la musique. Je le cite. Lorsqu'un soir d'hiver, sortant de la galerie des Christoforis, je tombais sur Merelli. Merelli, c'est l'impresario de la Scala, qui se rendait au théâtre. Il neigeait à gros flocons. Il me prit par le bras et m'invita à l'accompagner dans sa loge à la Scala. Tout en marchant, il bavarde. Il me raconte qu'il est fort embarrassé au sujet d'un nouvel opéra qu'il doit donner. Il avait chargé Nicolai, mais le livret ne plaisait pas à celui-ci. Figure-toi, me dit-il, un livret de Solera, magnifique, extraordinaire, sublime. Verdi refuse de lire, et puis il finit, il ouvre le livret au hasard, et il tombe sur Va pensiero. On l'a entendu au début, avec Sissi, même si ça date un peu. Bon. Du coup, le désespéré lit le livret d'une traite, et se met à composer le fameux air Va pensiero, et Nabucco va devenir un succès absolument colossal, un triomphe. Nous sommes en 1842. Le livret est dédicacé à l'impératrice d'Autriche. Donc en faire un livret patriotique serait quelque chose qui mérite discussion. Si on a un premier air patriotique véritablement attesté, c'est à Bologne en 1846, où là, triomphe Rossini pour un hymne qu'il a fait au pape Pie IX, parce que Pie IX, qui a été élu, qui vient de monter sur le trône,
a libéré, a fait une amnistie des prisonniers politiques. Et beaucoup de patriotes qui sont néo-guelfes, vous savez, les guelfes et les gibelins, les guelfes c'était les partisans du pape, les gibelins, les partisans de l'empereur, se disent, ça y est, on va avoir une fédération de l'Italie autour de ce pape. Très vite, ils vont être déçus. Et il y a un hymne de Rossini, et là, véritablement, on a la première vraie manifestation patriotique autour de la musique. Il n'en demeure pas moins que, très classiquement, et je renvoie à la belle biographie de Pierre Milza sur Verdi, s'ouvre à partir de Nabucco un véritable succès pour Verdi, et que on parle de la saison de ces opéras patriotiques. Donc, par exemple, il y aura la bataille de Legnano et d'autres. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, même si Nabucco, à l'origine, ne répond pas peut-être, il est pris comme tel très rapidement, comme le symbole de l'oppression. Ces Hébreux, ce sont les Italiens sous l'oppression autrichienne. C'est la lecture qui fait le texte. C'est la lecture qui fait le texte, et l'opéra va devenir un vecteur du patriotisme. Ça, c'est important dans un pays qui est analphabète, en grande partie. Et donc, un air d'opéra. Les 206 coups de grosses caisses de Nabucco, ça parle. Ça parle à la sensibilité, et ça permet aussi d'être repris par des petits orchestres à différents endroits, sous une forme simplifiée. Et là, ça va devenir un vrai vecteur. Et d'ailleurs, on va le voir à la fin de notre propos avec le film. Mais justement, c'est d'autant plus qu'on a un petit problème en Italie, qui est de trouver un hymne national. Alors, il y a des tentatives, il y a des choses un peu bizarres, ça ne marche pas. Bon, la marche royale, bon, ça existe, la marche royale, d'accord. Enfin, bon. Ouais. Il manque quelque chose d'un peu grandiose. C'est qui irait. Bon, c'est qui irait. On va faire d'autres choses. Il y a eu d'autres tentatives. On va passer en vitesse là-dessus. Évidemment, c'est pas une réussite, puis c'est anachronique. Je proteste. On avait le Giovinezza avant. Giovinezza a dû sauter, il n'a pas marché. Voilà. C'est anachronique et posant un problème. Alors, c'est plus martial, effectivement. Enfin, c'est pas forcément très sympathique. Et ça a duré que 20 ans et ça ne s'est pas très bien terminé. Il y a eu une histoire de station-service milanaise, de conduite par les pieds, enfin bon, un certain nombre d'incidents. Ce qui fait que ce n'est pas proposable. En face, il y avait quelque chose d'absolument évident, d'autant que ça a été apparemment détourné récemment et ça ne marche pas dans les... Maître Jim, c'est pas tout à fait ça. Bah, c'est le Bella Ciao, mais là aussi, ça a de l'allure. Mais... Pour le 19e siècle, c'était un peu raté. Finalement, s'il y a un hymne italien, dans une table ronde précédente, quelqu'un vous a remarqué, c'est peut-être Jean-Luc,
que c'est Manuel, qui est Manuel Royot, qui faisait remarquer qu'il avait entendu cet hymne, qui est un hymne napolitain, chanté par un gondolier vénitien. Donc, du point de vue de l'unité italienne, ça fonctionne, mais ça ne fonctionne peut-être pas vraiment pour faire un hymne national. C'était peut-être ce qui ressemblerait le plus pour l'Italie s'il n'y avait pas l'opéra. Version Caruso. 1914. Aucun qui est monté ne comprend un traître mot. Dernière possibilité, l'hymne officiel. Mais même pour le football, ça ne marche pas. Toujours le côté guiré. Ça a plus d'allure, il faut bien le reconnaître. Et là, on a une conjonction entre l'opéra d'un côté, entre l'aspiration nationale et les découvertes orientales, en particulier, enfin ça se marque en particulier dans la façon dont est mise en scène Nabucco, dont est mise en scène Sémiramis. Là, on est quelques années auparavant. C'est une ressemblance très forte avec des découvertes. Et c'est une ressemblance très forte avec des découvertes. Là, vous me direz, bon, on ne voit pas grand-chose, effectivement. Mais je vais vous passer un certain nombre de costumes. Et vous allez voir, c'est des costumes qui évoluent dans le temps, au fur et à mesure, parce qu'on revient en arrière. On a des costumes qui, au départ, sont un peu c'est à moitié médiéval, à moitié antique, mais plutôt antique, grec ou romain, avec une espèce de toge sur un truc qui ressemblerait à une robe médiévale. Et puis, si on regarde la diapo suivante, eh bien, vous avez un roi en 1847 qui là est un peu plus médiéval, avec une espèce de couronne bizarroïde sur la tête. Ensuite, on a la découverte des bas-reliefs que je vous ai montré tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, vous voyez que le costume de scène, lui, aussi va évoluer. Et de la même manière qu'on a vu que les peintres s'inspiraient et même reproduisaient dans leurs tableaux les bas-reliefs qu'ils voient dans les musées, eh bien, lorsqu'on fait un opéra, on va aller chercher l'inspiration sur ces bas-reliefs pour pour montrer la réalité concrète, être au plus proche de la réalité. Et donc si on est au plus proche de la réalité dans l'opéra,
eh bien quand on s'en sert politiquement, on est aussi au plus proche de la réalité politique. C'est-à-dire que quand on a des esclaves habillés en esclaves et des rois habillés en rois, eh bien la signification politique, elle est exactement de la même façon, concrète, dans la métaphore que l'on utilise. Et on retrouve la situation politique de l'Italie à cette époque-là, cette Italie qui, entre 1847, disons, Sissi à la Scala, ça fait un peu Martine à l'école, Sissi à la Scala, donc, et 1861, c'est-à-dire l'unité, moins Venise, moins Rome, etc., on va retrouver cette situation, et ce que ça veut dire être italien à l'époque, ça veut peut-être dire écouter Verdi, finalement. Bah, ça veut dire, on écoute d'abord ou je parle avant? Bon, alors, effectivement, je vous disais, l'opéra, c'est un des vecteurs de l'unité italienne. Alors évidemment, c'est hors de propos de résumer en quelques minutes la situation entre 1848 et 1861. 1861, pourquoi cette date? C'est la naissance officielle du Royaume d'Italie. C'est pour ça qu'on a fêté en 2011 les 150 ans de l'unité italienne. C'est quand même, globalement, ces années-là se caractérisent par un foisonnement politique. Il y a plusieurs familles politiques. Il y a un risorgimento dynastique, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt derrière la maison de Savoie pour faire l'unité italienne, la maison de Savoie-Cavour. Puis il y a une autre branche qui souhaiterait plutôt une Italie républicaine, derrière Mazzini, et puis je dirais cette figure un peu plus œcuménique, si je puis dire, de Garibaldi, qui à la fois a une sensibilité républicaine, mais est prêt à porter son épée au roi, selon sa formule, pour faire l'unité italienne. Il y en a qui souhaitent la faire autour du pape. Vous vous rappelez, en 1846, cet engouement autour de la figure de Pie IX, puis finalement le pape déçoit les patriotes. Et il y en a d'autres autour finalement s'impose le schéma dominant d'une unité italienne faite autour de la maison de Savoie, avec l'aide d'ailleurs décisive du Second Empire de Napoléon III. Et c'est cette marche qui est faite. Mais en 1861, et ça va me servir de transition avec l'extrait que nous allons entendre, toute la péninsule italienne, sans parler des ajouts qui viendront après la Première Guerre mondiale dans le nord-est, il reste quand même deux grandes villes qui ne sont pas encore dans le royaume d'Italie. L'une, c'est une question internationale, diplomatique et internationale, c'est Rome. Pourquoi? Parce qu'à Rome se trouve le pape. Ça, le pape comme chef spirituel des catholiques, personne ne remet en cause cette place, mais il est aussi chef d'un État, qu'on appelle des États de l'Église, qui s'est certes rétréci comme peau de chagrin, mais qui existent toujours. Puis il y a la situation au nord de Venise. Venise est occupée, employons ce terme, par les Autrichiens. Vous l'avez vu dans le premier extrait. Et là encore, l'opéra va servir de vecteur. Alors on va voir un extrait, je le présente comme ça, je ne le commenterai pas après, de Visconti qui met en scène une nouvelle de Camillo Boito qui s'appelle Senso, qui est une petite nouvelle. Alors il la met en scène, il la réinterprète, puisqu'il n'y a pas de scène d'opéra dans Senso. C'est même d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a quasiment un jeu de mots pour démarrer, puisque vous savez peut-être que c'est une nouvelle très très érotique. Hein. La première fois qu'elle voit l'officier autrichien, elle est dans une baignoire, mais une vraie baignoire, parce qu'à Venise, on pouvait se baigner, il y avait des sortes de grands baquets d'eau très clairs, où les femmes pouvaient se baigner. Il y avait des petits trous, voilà, mais c'était fermé. Et là, il transpose cette baignoire aquatique dans une baignoire d'opéra. À un moment où le genre de l'opéra ne se porte pas si bien. Alors Visconti, vous savez, après fera des grandes mises en scène aussi à la Scala. Et c'est intéressant, pourquoi il choisit finalement l'opéra? Bah, on retrouve, il choisit effectivement de ce vecteur de l'unité italienne. Alors là, c'est vrai, c'est pas l'Orient, c'est un extrait du Trouvère, et voilà, on retrouve le même mécanisme d'exaltation.
fait politique fondamental italien, finalement. Et l'opéra, d'autant plus qu'il parle tout de même, malgré le Trouvert, qui reverdit, comme on sait. Donc, malgré le Trouvert, l'opéra... Oui, malgré le Trouvert, l'opéra est d'autant plus un sens politique qu'il parle de l'Orient. L'Orient, peut-être pour les Italiens, on oublie que l'Italie n'est pas au sud de la France, mais à l'est de la France. Et par ailleurs, l'image de l'Orient n'est pas forcément la même d'un pays à l'autre. Alors c'est horrible. Enfin, oui, en gros, c'est quoi l'Orient à part en Bretagne? L'Orient, ça peut être une définition géographique. Si on regarde la séparation de l'Empire romain, maintenant la question c'est la Grèce est dans l'Orient, pas dans l'Orient, c'est toute la question des En 1830 avec les orientales, elle l'est. Elle l'est. Bon. Ça peut être une question de religion aussi, si on veut. C'est une question de pâtisserie, mais là les pâtisseries orientales sont parfois plutôt au sud, et non pas à l'est, en tout cas en ce qui concerne la France, et même peut-être l'Italie. Donc l'Orient, c'est pas tant un territoire, il ne faut pas le prendre au sens territorial, géographique du terme, mais plutôt au sens métaphorique du terme. Et là, cet Orient, c'est plutôt, et on retrouve là cette fois-ci une Grèce qui ne serait pas orientale, mais la vision que les Grecs ont des Perses, et donc une opposition entre la rigueur grecque et la mollesse orientale, perse, avec de surcroît, donc là on voit la tradition classique, mais si on part sur la tradition biblique, là on a la tour de Babel, donc qui tombe, les hommes qui veulent se prendre pour un dieu et la tour qui s'écroule. On a également le symbole du mal, cette Babylone, qui est l'opposé de la Jérusalem céleste. Donc c'est un lieu qui est mauvais, finalement. Et en l'occurrence, dans Nabucco, les esclaves sont des esclaves hébreux, c'est le peuple hébreu qui est mené en esclavage à Babylone. À Babylone, où on a un mode de gouvernement qui est celui de la royauté, mais le roi Nabuchodonosor n'est pas présenté dans la tradition comme un bon roi. C'est le livre de Daniel que l'on reprend et dont on s'inspire. C'est ce roi qui devient fou, qui se prend pour un animal et qui, tout nu à quatre pattes, se met à manger de l'herbe et à boire de l'eau croupie. C'est pour les orientalistes le roi qui est allongé dans son lit. Il n'est pas un roi de justice, il n'est pas un roi de guerre, il n'est pas un roi qui fait le droit, il est allongé dans un lit avec plein de femmes nues autour de lui et des chevaux. Ce n'est quand même pas la belle image du parfait gouvernant. C'est d'autant moins la belle image que par rapport à cette figure de roi, on a la figure de la femme. Et la figure de la femme, c'est la figure de Sémiramis, c'est-à-dire celle qui épouse le roi Minos, qui tue son mari, et qui, vous le voyez, met la couronne de son mari sur sa tête, c'est-à-dire qu'elle prend sa place. Et donc vous avez une inversion. Or, à l'époque, y compris en Europe, le fait que le gouvernement ne soit pas d'entre les mains des hommes, que ce soit une femme qui gouverne. Alors là, c'est le comble de ce qu'on peut faire. Donc, si on résume, eh bien d'un côté, on a, si on regarde cet usage politique de l'Orient, eh bien on a un peuple opprimé qui cherche sa liberté et qui la chante face à un pouvoir, le pouvoir d'un seul, mais le pouvoir d'un seul qui est mal utilisé, le pouvoir d'un tyran, de celui qui opprime et qui réduit les gens en esclavage. Et c'est tout le sens du Papantiero. Et on retrouve l'unité, et on retrouve la lutte contre des tyrans réels ou imaginaires. Et on retrouve, avec un petit problème d'ailleurs, c'est qu'il s'agit de remplacer un roi par un roi. Mais ça, c'est une autre histoire. On est le 12 mars 2011 au théâtre. Alors on n'est pas. On fait un saut dans le temps. Voilà, pour les 150 ans de l'unité, finalement, un des thèmes, c'est l'Orient, l'opéra vecteur, la place de l'Orient dans l'opéra, et cet opéra vecteur de l'unité italienne. Donc, et c'est toujours vrai au XXIe siècle. Et c'est toujours vrai au XXIe siècle, 2011, donc pas par hasard. Alors on n'est pas à la Scala, on est à Rome, en présence du président de la République de l'époque, Giorgio Napolitano, du Premier ministre Berlusconi, pour les 150 ans de l'unité italienne. Le pays, juste avant d'entendre, vient de connaître depuis
les années 90, une très grave crise. Vous savez, la fameuse crise Manipulité, les mains propres, qui a été un séisme politique considérable, au point que certains se sont demandé, il y a eu un célèbre texte en 1993, si nous cessons d'être une nation, d'un sociologue qui s'appelait Rusconi, qui dirait, est-ce que finalement l'Italie ne va pas éclater? C'est l'époque de la Ligue du Nord, qui était beaucoup plus sécessionniste qu'elle est aujourd'hui. Je disais dans une table précédente qu'ils avaient mis beaucoup d'eau dans leur Barolo ou dans leur Bardolino. Où ils avaient changé de tête de turc. Oui, où ils avaient changé peut-être de tête de turc. Et en tous les cas, vraiment, le pays vit une crise. Il y a aussi les années Berlusconi. Alors, c'est sans doute le rapport des Italiens avec Berlusconi plus complexe que ce qu'on peut imaginer chez nous, mais Berlusconi qui donnait une assez piètre image à l'étranger de l'Italie. Et finalement, Riccardo Muti, grand chef, qu'on ne présente pas, va réconcilier, redonner foi dans l'unité italienne. Alors, c'est intéressant parce que je n'ai pas retrouvé l'extrait avant, mais on voit Berlusconi qui ne se tient pas très bien. Alors, j'entends qu'il ne se tient pas très bien, il ne fait pas des gestes indécents, mais il s'agite un peu sur sa chaise et Muti, lui, il s'ennuie quand même. Il s'ennuie un peu, voilà. On peut penser qu'il ne participe pas de la culture commune italienne et qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à l'opéra. Alors, en ce sens-là, l'opéra, il faut quand même comprendre que c'était très longtemps la grande foire. Hein. C'est pas du tout l'opéra comme on entend aujourd'hui, où extrêmement strict, ou quelqu'un qui tousse et fusillé du regard. On y mangeait à Naples, hein. On y parlait. D'ailleurs, Bizet était fou, il disait je ne veux plus du tout jouer dans les opéras, tellement c'est pénible. Mais, et Muti tape, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui, avant même le président du conseil, va finalement faire quelque chose d'unique, je crois, peut-être pas d'unique, mais très rare, c'est que le public va reprendre le va pensiero sous la baguette du maître qui fait jouer. Comme dans le film de fin des années 50. Exactement, comme dans le film des années 50. Et je trouve que c'est un extrait qui est intéressant et qui vraiment l'Orient, l'opéra, le sentiment d'être italien à travers cet opéra, à travers ce va pensiero qui finalement, on a presque le sentiment que c'est lui l'hymne italien, même si c'est pas terrible. Ça allait officieusement. Ça allait officieusement. Va tenir le discours, un discours anti-berlusconien, vous allez voir. Sì, io sono d'accordo sul Viva l'Italia, assolutamente. Io non ho 30 anni e quindi la mia vita l'ho fatta, ma sono molto come italiano che gira il mondo, molto addolorato per quello che sta avvenendo. Quindi se io vi faccio, per vostra richiesta, il Cristo del pensiero, non lo faccio tanto o solo per ragioni patriottiche, ma in questa sera, mentre il coro cantava "O mia patria è bella e perduta", ho pensato che se noi uccidiamo la cultura su cui è fondata la storia. Alors, juste en substance, il dit, je suis très ému, je synthétise à l'extrême, donc c'est pas simplement un hymne patriotique, mais c'est en ce moment où on attaque la culture en Italie.
à la fois du point de vue presque idéologique, mais aussi du point de vue de coupure dans les budgets qui étaient assez importantes. L'Italia veramente sarà la nostra patria bella e perduta. Donc, il reprend les paroles, notre patrie sera perdue, notre belle patrie sera perdue, justement, quand on n'aura plus ce rayonnement culturel. C'est d'ailleurs intéressant aussi, l'opéra comme vecteur, aussi, l'Italie, c'est aussi d'avoir une expression, non pas géographique, comme disait Metternich au 19e, mais d'avoir une expression culturelle. Ça a déjà été dit dès le 19e. Siccome siamo in un clima molto italico e molto spesso Muti ha parlato ai sordi per tanti anni, facciamo un'eccezione, siamo in casa nostra, no? Nous sommes chez nous, entre nous. Mais par ailleurs, Muti a parlé à des sourds. Oui, Muti s'est muet, enfin littéralement. oui c'est ça, en plus c'est un... Teatro della Capitale. Siccome il coro l'ha cantato magnificamente, l'orchestra l'ha accompagnato benissimo, se volete unirvi anche voi lo facciamo tutti insieme. Donc il demande au public, c'est donc lui qui demande au public de s'unir au chœur et à l'orchestre. On est à Rome, là. On est à Rome. On est à Rome, oui je l'ai dit, on est à Rome. Il Il ne joue pas dans la Scala, il est à Rome, il est dans la capitale. Ils le savent, mais ils le redisent en la capitale. Ici, la capitale. Ce qui renvoie aussi à un fait politique, évidemment. Comme un hymne. Mieux si on en Peut-être même mieux.
voilà peut-être comment se tressent trois fils, celui de l'Antiquité orientale, celui de l'opéra et celui d'une unité italienne qui est à la fois menacée et toujours forte, ou qui est à la fois peut-être la passion italienne pour pasticher des auteurs français. Alors, je crois que ce qui va se passer maintenant, on a encore une demi-heure, une bonne demi-heure. En dehors, vous allez avoir droit. Ça, c'est le côté public. Ça, c'est le moment publicitaire, parce que. La coupure publicitaire. Non, ce n'est pas une coupure publicitaire. En plus, en Italie, je rappelle qu'au cinéma, on arrête au milieu du film pour une coupure publicitaire. Mais je crois que maintenant, la parole est à la salle pour des questions à Véronique ou à Julie. Ou à Eric. Je vois pas. Est-ce qu'il y a un micro qui peut se balader? Je vais me garantir contre les questions en me mettant. Voilà, les micros. Si quelqu'un veut. Voilà, là-bas au fond. Okay. Une première question. Oui, vous n'avez pas évoqué une période qui, on ne peut pas tout évoquer, c'est le rapprochement entre la Libye et l'Italie, entre les deux guerres, avec est-ce que c'est important dans l'histoire de l'Italie, enfin, parce qu'ils ont fait énormément de fouilles autour de Tripoli à ce moment-là, ils ont fait toute une histoire importante de l'Italie. Ce n'est pas un rapprochement de par cette conquête qui commence en 1919, où l'Italie en fait change de maître. La Libye change de maître, passant de l'Empire ottoman, dans le cadre du délitement de l'Empire ottoman, à l'Italie, avec quelques cafouillages qui font que cela reprend au début des années 20, disons. Ça se passe d'ailleurs assez mal, c'est extrêmement violent. Une répression extrêmement violente. Mais effectivement, il y a des fouilles en Libye. Je n'ai pas le sentiment que ça ait un effet direct ni sur l'opéra, ni sur l'idée unitaire italienne. Non, je ne pense pas non plus. Contrairement, justement, parce qu'en Libye, il n'y a pas ce côté psychologique, métaphorique qu'on a avec les terres orientales. Et du coup, on n'a pas cette instrumentalisation politique, parce qu'en l'occurrence, c'est quand même une instrumentalisation politique à partir d'un Orient fantasmé comme étant la représentation du mal, qu'on n'a pas à l'époque en ce qui concerne la Libye. Oui, il y a une autre instrumentalisation politique, c'est la Quarta Sponda, la quatrième rive, c'est-à-dire la reconstitution de l'Empire romain. Ça, on peut renvoyer aux quatre grandes cartes de la Méditerranée qui scandent l'avenue entre le fatidique balcon de Mussolini et le Colisée, avec la carte de la Méditerranée et l'extension de l'Empire romain. Ça date de cette époque-là. Mais c'est une toute autre thématique, c'est même d'une certaine façon la thématique inverse. Exactement. C'est la domination et non pas la révolte contre la domination. Une question par ici aussi. Ce n'est pas une question, c'est juste un témoignage par rapport à l'extrait qu'on vient de voir, donc la commémoration des 150 ans de l'Italie, le fait que les Italiens, les spectateurs reprennent les airs d'opéra n'est absolument pas extraordinaire, en ce sens que c'est quelque chose qui se fait couramment dans les salles, et je pourrais témoigner en particulier dans les arènes de Vérone, les spectateurs, au besoin même, viennent à l'aide d'un ténor qui aurait une petite faiblesse. Non, je peux en témoigner, hein, c'est pour dire que ces airs sont véritablement populaires. Alors, là, tout à fait. Et finalement, ce que vous dites, ne contrarie pas, mais renforce d'une certaine manière. Deux choses. Précisément, l'opéra est un vecteur, parce qu'on retient un air, on retient une chanson, et particulièrement les airs de Verdi, c'est vrai. Mais là, la nuance, si je veux, Vérone, c'est un festival. Là, on est dans... D'ailleurs, vous avez peut-être vu dans la vidéo, il y avait des petits drapeaux italiens, c'est le logo du 150e anniversaire. Bon, d'une part, c'est un grand chef dans une salle fermée,
en présence des plus hautes autorités de l'État, qui demandent au public, aux spectateurs, pardon, de reprendre l'air. Alors, c'est effectivement quelque chose qui n'est pas inouï, si je puis, sans mauvais jeu de mots, parce qu'il y a cette capacité lyrique, ce don des Italiens, mais là, il y a quand même quelque chose de solennel, où on voit bien que Muti prend, j'ai envie de dire l'hymne, même si ce n'est pas l'hymne officiel italien, Va Pensiero, pour véritablement le charger très fortement d'italianité et de sens politique. Donc c'est quand même un moment peut-être pas exceptionnel, mais assurément extraordinaire, sortant de l'habitude. Et quand le public reprend un air, je ne crois pas qu'il soit courant que les chanteurs pleurent sur la scène. Moi j'ai eu alors ils pleurent de tristesse, parce que c'est mal chanté, mais là je crois pas. Oui, bonjour, j'aurais voulu savoir s'il y avait une influence mozartienne dans les opéras italiens concernant le... Voilà, je ne suis pas musicologue, donc je vais vous dire une chose. Alors, ce qu'on sait, c'est que Verdi a travaillé sur Mozart et que... C'est une réponse un peu indirecte que je vais vous donner, parce que je suis très honnête, je ne peux pas vous répondre précisément sur l'influence mozartienne dans l'opéra. Chez Verdi, Verdi a étudié les auteurs allemands autrichiens, et en particulier Wagner, contre qui il n'avait rien, et contre la musique de qui il n'avait rien personnellement. C'est d'ailleurs intéressant parce que dans Senso, il n'utilise pas, Visconti n'utilise pas Wagner, mais utilise Bruckner, parce qu'il y a en permanence du Verdi et du Bruckner. Selon les... Donc c'est très intéressant aussi, il a une très grande culture musicale. Je ferme la parenthèse. En revanche, Verdi s'est posé surtout plutôt vers la fin de sa vie, quand il était un peu un maître statufié, si je puis dire, comme le gardien de l'italianité en musique, avec un slogan, je le dis en italien, c'est très court, Torniamo all'antico, revenons à l'antique. Il voulait dire par là, les autres musiciens ne sont pas mauvais, mais nous avons un répertoire suffisamment important dans notre patrimoine musical, sans avoir besoin d'aller faire des emprunts, d'aller imiter les autres. Ce qui lui a valu d'ailleurs justement auprès de jeunes musiciens qui étaient tournés vers Wagner. Donc je reconnais que je ne vous ai pas répondu très directement, mais je vous ai dit des choses que je voulais savoir. Après, je pense qu'il faut vraiment aller voir du côté des musicologues pour voir cette influence. Alors, une question d'histoire. Après Nabucco, dans l'historiographie de Verdi, on arrive au 150e anniversaire cette année du percement du canal de Suez, et évidemment, alors je ne sais pas comment les choses se font, mais on demande à Verdi de créer un opéra pour ce 150e anniversaire qu'il va donc réaliser au travers d'Aïda, pour l'ouverture du canal. Et donc, ma question c'était, y avait-il un message politique de part et d'autre, à la fois triangulaire entre l'Italie, la France et Verdi? Alors, Aïda, c'est quelle date exactement? 59. Alors, indéniablement, alors déjà, il faut savoir qu'il est joué sur les scènes. C'est quelquefois compliqué, d'ailleurs, d'être joué sur la scène parisienne. Alors, outre le problème du public qui peut changer, etc., et aussi des représentations que peuvent avoir les Italiens. On sait qu'à un moment, il va se fâcher sur les représentations de l'Italien comme l'homme au poignard, qui donne des coups dans le dos. Il va vraiment discuter, comme c'est un grand maître en général, Napoléon III intervient pour modifier les livrets, etc. Alors, 1859, assurément, c'est le temps tellement fort du rapprochement, puisque, mais c'est tout de même intéressant parce que dans l'année 1859, comme d'ailleurs dans toutes les autres années, il y a 2 semestres. Mais là où je vais être plus intéressant, c'est que le premier semestre 1859, au fond, il y a une véritable volonté de rapprochement. Plutôt le premier semestre 59, Napoléon craint d'avoir été trop loin dans le soutien aux Italiens. Et là, c'est les Italiens qui cherchent à forcer la main aux Français pour qu'il y ait cette alliance décidée à Plombières en 1858, qui va faire que les armées françaises, impériales, et l'armée piémontaise, ou sarde, puisque le Piémont et la Sardaigne sont ensemble, vont combattre ensemble les Autrichiens. Non pas pour faire l'unité de l'Italie, mais pour mettre fin à la domination autrichienne. Le deuxième semestre,
En revanche, Napoléon, voyant la difficulté des choses, voyant aussi l'hostilité de la bourse, voyant l'hostilité de plein de catégories socio-professionnelles de la Prusse, et puis alors surtout dans le jeu diplomatique, le tout nouveau Quai d'Orsay, qui est inauguré quelques années auparavant, qui dit mais là c'est une politique très très dangereuse, même s'il menait une politique parallèle, cherche dans le second semestre 1859 à freiner et à diminuer son alliance. Donc on peut imaginer dans ce contexte, alors après il faudrait vraiment aller voir très précisément, que Verdi, qui là très clairement est déjà un père de la patrie, qui d'ailleurs dit je ne peux pas les combattre, moi je ne suis pas tout jeune, voilà, il y a des lettres comme ça d'ailleurs, un peu, il insiste beaucoup sur ses difficultés physiques, ses rhumatismes, alors qu'il n'est pas encore très 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 âgé. Et il dit mais je combats au fond aussi à ma manière par les opéras. Et indéniablement, ça a dû jouer pour justement renforcer cette alliance qui battait un peu de l'aile, si vous me passez la formule un peu familière du côté du temps. Donc oui. Alors après, il ne faut pas surdimensionner la dimension politique des opéras, qui ont leur propre vie, leur propre rythme. Il y a des fois des opéras de Verdi qui ne rencontrent pas de succès en France, alors que les relations sont au beau fixe entre les deux pays. C'est quand même pas un sismographe qui indique d'une manière précise. Il y a quelquefois des évolutions de goût, tout simplement. Il y a Gounod qui prend de l'importance, Verdi passe pour un homme un petit peu, un musicien un peu à l'ancienne, un peu dépassé, dont on a un peu du mal à capter la nouveauté. Mais indéniablement, c'est un élément aussi où on fait la politique. Et il faut quand même savoir que l'année 1859, elle débute par une prise de parole prétendument privée de Napoléon III qui s'adresse à l'ambassadeur de Vienne à titre personnel, sachant très bien qu'à titre personnel, ça va devenir tout de suite, dès le soir même, dans tous les salons parisiens, ça va être discuté. Le lieu qu'il choisit, c'est l'Opéra de Paris. Donc l'opéra lieu, l'opéra œuvre, c'est traversé de politique au 19e, et d'ailleurs aussi encore en partie au 20e, mais au 19e, Oui, je reviens sur le Nabucco. Il est vrai que je crois que ça ne se produit pas à l'Escala, mais oui, c'était à Rome. Mais par exemple, à Turin, au Reggio, il était habituel de rallumer la salle, le public se levait et chantait le Va Piancero en même temps que le chœur, et c'était souvent bissé. Et ça ne se fait plus depuis l'intervention de Muti à Rome. Est-ce que d'une certaine façon, il n'aurait pas ainsi rapté le Va Piancero dont se revendiquait la Ligue lombarde pour le redonner à l'Italie unie? Je dirais, vous avez absolument tout compris. 20 sur 20, c'est exactement ça. Sauf qu'il ne le dit pas aussi directement. Il y a aussi des attaques contre Berlusconi, les coupes budgétaires, l'image dégradée de l'Italie. On est en pleine année 150 ans, mais c'est indéniable. Alors vous avez raison, mais il y a même des spectacles qui reprennent des chants, mais il y a des actes entiers qui sont bissés au 19e. Des actes entiers, c'est le cas, j'avais fait une petite recherche. La bataille de Legnano, elle est bissée, il y a plusieurs actes qui sont bissés. Donc ça dure. Les soirées durent. Il faut voir la nuit entière. Elles sont bissées, plusieurs actes sont bissés. Alors, vous voyez, donc, mais là, on est vraiment, je pense que c'est beaucoup moins net. En France, l'opéra comme vecteur, alors bien sûr, les amateurs d'opéra, ça va être toujours dire, mais comme vecteur comme ça de politisation, de se reconnaître dans une sensibilité. Et en plus, c'est pas un art populaire. On voit bien d'ailleurs même la difficulté de l'opéra Bastille, parce que par les prix, c'est très difficile de faire un art populaire. Il y a le poulailler, bien sûr, il y a tout ça. En Italie, ça l'est, et c'est vraiment un vecteur. Et donc ce que vous dites va totalement dans le sens. Et c'est rend le Va Pensiero à l'Italie, aux Italiens. L'Italie est avec cette dimension très forte de nation culturelle qui porte d'abord et avant tout ce message culturel. Moi j'aurais une autre question. Double, je suis là. La première, c'est de savoir si l'opéra italien peut être constitué comme un soft power, alors à l'époque, voire encore aujourd'hui,
Et la deuxième, ce serait de savoir quelle est la part de la culture sociale, voire scolaire, qui serait liée justement à la construction de l'individu italien au travers de l'opéra ou des grands hymnes, voire même de l'antique. Alors, en ce qui concerne l'histoire ancienne, bien évidemment, l'école italienne est très, comment dire, accorde une part très importante à tout ce qui est histoire ancienne, mais pas forcément celle de l'Orient. L'histoire ancienne d'une manière plus générale, et je pense qu'on comprend tous pourquoi. Il suffit de faire un trou quelque part pour que tous les travaux soient arrêtés. Essayez d'aménager Rome, vous allez toujours tomber sur un chantier de fouilles potentiel. Hein, tous les réaménagements, de toute façon, sont impactés par ça. Donc, effectivement, il y a peut-être aussi, en ce qui concerne l'histoire ancienne, un intérêt toujours présent, beaucoup plus présent en tout cas qu'en France. Mais c'est peut-être aussi en raison de l'histoire italienne qui est un petit peu différente. Même si l'histoire de France a aussi une grande période antique. Hein, c'est pas vrai ce que j'ai dit. En particulier pour ce qui est de soft power, j'ai tout de même le sentiment que là il s'agit plus de quelque chose à l'usage interne. En revanche, la masse, évidemment, l'accumulation séculaire d'œuvres d'art et de chefs-d'œuvre en Italie a un effet de soft power, parce que c'est un effet à la fois d'attraction et de sympathie. Donc là, ça fonctionne sur autre chose, et je ne crois pas, en l'occurrence, que l'opéra joue énormément, ne serait-ce que parce que, effectivement, c'est en Italie qu'il s'agit d'un art populaire, et dans les autres pays, cela va avoir un effet de mass média tout de même légèrement moins important. De ce point de vue-là, le cinéma, mais simplement le tourisme... C'est parce que je pensais au cinéma. Parce que le cinéma a eu un moment dans les années 50-60 où il était un soft power mondial, qui a influencé beaucoup à partir de Rossellini et les autres. Et donc je me demandais si l'opéra a pu avoir le même effet. C'est vrai que c'est moins couru ailleurs. Ceci dit, je pense que dans l'image de l'italien qui chante, alors j'ai plus le titre, mais c'est quelque chose de savoureux de Woody Allen, où, vous savez, il découvre un chanteur mais qui ne chante bien que sous sa douche. Et alors il le met sur scène sous la douche. Le gars chante sous la douche, il chante très très bien, et évidemment il connaît un succès. Alors le titre m'échappe du nom, vous savez, non. Et derrière évidemment ce côté un peu burlesque de ce personnage, quand il est plus sous la douche, il chante mal, quoi. Et sous la douche, il chante bien. C'est un Italien qui vit aux États-Unis, ou alors non, qui vit en Italie, qui vient d'Italie. Et je pense que là, ça développe, oui, une des images, le bel canto chanté au Sole Mio. Il y a l'italien, entre guillemets, chante. Sympathie et qualité artistique. Et voilà, ça donc c'est plutôt... Alors évidemment, ça peut tourner en dérision, mais c'est la dimension sympathique et tournée vers les arts, vers la beauté. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais alors c'est pas... On est tout petit peu de l'opéra, mais je crois que dans le classement de l'UNESCO, l'Italie a plus de la moitié. La moitié des choses, des œuvres, des paysages, alors maintenant il y a des paysages, mais des œuvres d'art classées par l'UNESCO, je crois que c'est 50 à 60%. À contrôler, je ne crois pas vous dire une bêtise. C'est considérable. Il y a quand même que l'Italie où vous allez réparer votre voiture au garage étrusque. Pas parce que le monsieur s'appelle Etrusco, mais parce que, voilà, ici, ils ont trouvé une tombe étrusque, qui n'est pas finalement formidable pour eux, parce qu'il y a tellement d'autres belles choses. Voilà. Alors, je ne veux pas dire que chez nous, il y a des belles choses, mais il y a indéniablement ça. Et dans les écoles, alors je ne sais pas la part de la musique, je sais qu'il y a des lycées tournés vers une éducation musicale comme il existe en France, mais ce que je peux vous assurer, c'est que la part dans l'enseignement italien de l'étude des arts, histoire de l'art, voilà, est beaucoup plus importante. Vous avez une classe que vous emmenez dans une occasion comme ça d'accueillir des collègues à Rouen, universitaires ou du secondaire qui venaient, il reste 1 heure dans la cathédrale de Rouen. Oui, nous on a une dimension beaucoup plus livresque. Voilà. Et faites une classe de terminale 1 heure dans une cathédrale. Il y en a plusieurs qui vont être excommuniés. Hein. Qui par ailleurs sont des enfants turbulents, par ailleurs. Hein, c'est pas, mais là, et ils savent, voilà, il y a une culture. Après les appliquer. Qui idéalise pas. On aurait pu rêver d'une diva qui puisse incarner l'élan patriotique de la République italienne, un peu la passion de la liberté qui est dans le peuple. Parce que les divas, le peuple est un peu machiste. C'est
pour ça, je pense que... Alors, vous touchez un point intéressant parce que qu'est-ce que c'est la représentation de l'Italie? Nous, on a Marianne. Alors, vous savez que officiellement, la seule chose dans laquelle on doit le respect, c'est le drapeau. Il n'y a que le drapeau. Mais il y a Marianne qui représente bien longtemps. Italica, il y a bien des représentations de l'Italie. Avec la couronne de tours avec qui est symbolisée, mais il n'y a pas. Alors d'ailleurs, pas plus une représentation de passage masculine. Hein. Il y a justement une déficience de symbole. On a vu la difficulté de trouver l'hymne, de trouver un symbole. Je vous dis, je ne vous raconte pas au 19e. L'animal. L'animal. Oui, la louve, c'est rare. Allez dire à un Milanais que la louve, c'est un symbole. La roue du carrosse pour la Ligue, mais c'est autre chose. Donc, vous voyez. Et même, alors, aujourd'hui, il y a une date officielle, mais tout le long du 19e, il y a une oscillation pour savoir quelle est la date officielle. On fait quoi? Le Statuto de 1848, c'est-à-dire la loi fondamentale, la prise de Rome, le 20 septembre. Il y a une oscillation, il n'y a pas une date. En France, depuis 1889, c'est clairement, et la Marseillaise qui est populaire, qui est militaire, auquel on se connaît, et le 14 juillet. Il n'y a pas quelqu'un qui voudrait changer la date. Quelqu'un qui dirait une originalité ou une provocation. En Italie, bon, depuis la libération, le problème ne se pose pas, mais au 19e, il n'y a pas. D'où le renforcement, justement, de cette reconnaissance dans le terrain. Où finalement, il y a moins besoin dans notre pays, en France. Alors, je ne sais pas s'ils sont plus machistes que... Il y a nous temps, mais pas forcément plus. Mais bon. Bonjour, voilà, j'aurais voulu avoir une précision concernant l'hymne actuel. En fait, il avait été écrit au XIXe siècle, dans la période. Pourquoi il n'a pas été choisi? Quand il a été choisi? Alors, cet hymne, il est de. Les paroles sont de Goffredo Mameli, 1847. Il va servir d'hymne à la République romaine de Mazzini en 1849, c'est-à-dire le moment où le pape part en exil à Gaète, dans les États du royaume des deux Siciles. Et donc cet hymne-là, qui est un hymne... Vous avez vu les paroles, hein, c'est un hymne assez compliqué aussi. Hein. Qu'un sang impur abreuve nos sillons, bon, c'est tout clair. Le home de Scipion... Oui, madame l'inspectrice, ça va pour elle, mais le home de Scipion, voilà, c'est quand même... Hein, bon, c'est du... Alors, vous me direz, quand vous regardez les paroles de Barretsiero, Soline pour désigner Jérusalem, c'est aussi gratiné. Mais cet hymne-là, il existe, mais il est très associé aux républicains. D'ailleurs, Mazzini avait demandé un hymne à Garibaldi. Garibaldi va faire un hymne, mais qui ne va pas avoir le temps d'être joué en 1848. Puis cet hymne associé aux républicains italiens au 19e ne va pas évidemment s'imposer comme un hymne. On va essayer la marche royale, on va essayer d'autres choses. Et il va revenir au moment, il va devenir l'hymne de la République. Et ça, Eric va mieux en parler parce qu'il connaît mieux pourquoi il devient l'hymne de la République. Parce qu'il faut bien trouver quelque chose. Non, mais on en est là. Il n'y a pas de solution vivable. On choisit ça parce qu'on l'a sur la main. Et ça n'intéresse finalement pas grand monde. Et ça fait un vide retentissant. Enfin bon, ce n'est même pas footballistiquement populaire. Donc il existe bien, il est fait en 49, c'est Modena, il existe, mais il était très associé aux républicains, donc il ne pouvait pas être choisi. En revanche, il est très intéressant quand on étudie dans le détail, parce qu'il renvoie à beaucoup de parties de l'Italie. Et il y a beaucoup de personnages qui ont joué des rôles différents dans l'époque, donc il se veut un peu, j'ai envie de dire, un peu un résumé un peu œcuménique, d'une certaine italianité. On peut le repasser, ce mot s'appelle. On peut le repasser pour terminer, finalement. Ça, c'est un peu à la punition. On pourrait partir comme ça. Voilà. Ça fait parade de cirque. Voilà. L'hymne de c'est celui